Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous très bien. Allez-vous bien? Oui, crime, ça n'a pas l'air de si bien aller que ça. Il fait quasiment 25 dehors. Allez-vous bien ou... Ouais, nice, nice. Hey, manche courte, quasiment en shirt, fait chaud. On sent l'été qui s'en vient. Qu'est-ce que je fais là, en train de vous parler? Ben, je vais me présenter. Moi, dans le fond, c'est Gabriel Parent. Je suis co-coordonnateur de Bistro Brain, qui est l'affiche qui est là. Dans le fond, Bistro Brain, c'est quoi? C'est une OBNL de vulgarisation scientifique qui existe depuis 2017, dont la mission est de transmettre le savoir dans le plaisir. Moi, dans tout ça, je suis quoi? Ben, je suis un étudiant qui commence son doctorat en psychologie et j'ai décidé de m'investir dans la mission de Bistro Brain pour vous faire rire et vous présenter des recherches de personnes qui travaillent à l'UQTR, des professeurs, des étudiants, peu importe. Donc, la soirée de ce soir, dans le fond, ça va être 4 présentations de plus ou moins 12 minutes de vulgarisation scientifique, suivies d'une période de questions d'environ 5 minutes. Bistro Brain aussi là, se situe à Trois-Rivières, bien sûr, on est là ensemble, mais aussi à Montréal et à Sherbrooke, si jamais vous habitez dans le coin et ça vous tente. On va aussi essayer de s'installer à Québec. Pour ceux qui pourraient venir de Rimouski, je vous promets rien. C'est un peu loin, ça coûte cher de gaz. Peut-être un jour, on ne sait pas. Mais pour l'instant, ce n'est pas d'un projet. Donc, restez attentifs aussi là, pendant les présentations parce qu'à la fin, on va avoir un quiz. Puis ce que vous gagnez, c'est des consommations. Moi, je ne dirais pas non à ça personnellement. Fait écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles. Je voudrais aussi remercier notre principal commanditaire de la soirée qui est l'AGE UQTR. S'il y en a qui en font partie dans la salle, merci pour vos sous. Ça nous permet de se saouler encore plus ce soir, ce qui est vraiment cool. Donc, merci à vous. Je vais tout de suite laisser la parole à notre premier présentateur de la soirée, Raphaël Proulx, qui nous présentera... Yes sir, Raphaël, qui nous présentera sa présentation dont le nom est « L'espèce humaine est-elle ennuyeuse ?» Raphaël, je vais le présenter brièvement, c'est un professeur en biologie de la conservation à l'UQTR et il s'intéresse à l'écologie des paysages sensoriels. J'ai bien hâte d'en apprendre plus sur le sujet. Donc, voilà, je te laisse la parole, Raphaël. Merci. Est-ce que tout le monde est bien attentif? Excellent. Mon nom est Raphaël Proulx, je suis professeur en biologie de la conservation depuis 2010 ici à l'UQTR. Dans cette discipline, souvent on considère que l'humain est, on dépeint l'humain comme une espèce qui dégrade un environnement bucolique et verdoyant vers quelque chose de morne, uniforme et terne. Alors, on dépeint aussi comme une espèce qui va polluer son environnement visuel, olfactif et auditif. Alors, je me suis attaqué à la question, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, l'espèce humaine est-elle ennuyeuse? Vers le plafond, vers toi, vers... Alors, j'avais promis que si jamais ça arrivait, j'allais chanter. Laurie me regarde en disant « Oui, j'ai très hâte. » Donc, dans mes recherches, je m'intéresse à l'écologie sensorielle. En fait, c'est un axe de recherche qu'il faut que je reste à l'intérieur du cordon. C'est bon, je vais me mettre de ce côté-ci. Qui s'intéresse à comment les organismes interagissent entre eux et avec leur environnement à travers leurs sens. Donc, on va s'intéresser ici à l'environnement visuel et l'environnement acoustique pour répondre à notre question, est-ce que l'espèce humaine est ennuyeuse? D'abord, on va s'intéresser à l'environnement visuel et on va chercher à savoir, dans un premier temps, est-ce que l'espèce humaine est visuellement douée? Donc ici, ce que vous avez sur ce graphique, sur l'axe des Y, c'est la capacité à voir des petits objets, donc c'est l'acuité visuelle. Plus c'est élevé, plus on a une bonne vision. Et sur l'axe des X, en bas ici, c'est les 58 espèces animales qui ont été évaluées.
Et vous avez donc tout à gauche les chauves-souris qui n'ont pas des très bons yeux, ensuite le poisson rouge, le chat, le chien, le jet bleu, l'humain, quand même pas si mal, mais en haut de la pyramide évolutive, on a les grands prédateurs comme l'aigle, par exemple. Donc, l'humain, quand même, des très bons yeux en termes d'acuité visuelle. Qu'en est-il des couleurs? Donc, nous, on est capable de voir 3 types de couleurs, le rouge, le vert, le bleu, en plus des bâtonnets qui nous permettent de voir l'intensité lumineuse. Ça nous compare à la poule, au lézard, au sélacanthe, qu'on appelle aussi le poisson préhistorique. Mais le poisson rouge, le papillon du chou, la mouche à fruits ont une meilleure capacité de voir les couleurs que nous. Donc, on va dire souvent, sont même au sommet de la pyramide de l'évolution en capacité de voir les couleurs, on a le papillon, les papillons de nuit, qui sont capables de voir jusqu'à 6 types de canaux de couleurs différents. Donc, encore une fois, l'humain, plutôt doué au niveau de la couleur, mais pas au sommet de la pyramide évolutive. Donc, notre question d'intérêt ici, les structures humaines sont-elles ennuyeuses? Est-ce que nos stationnements sont ennuyeux, nos plantations sont ennuyeuses, nos champs de maïs, c'est ennuyeux d'un point de vue visuel? Pour répondre à cette question-là, je suis allé dans une base de données qui s'appelle la base de données Sun du MIT. Imaginez-vous là, des photographies d'à peu près tout ce que vous pouvez imaginer, des milieux naturels, des milieux anthropisés, des milieux avec de la géologie. Donc, c'est plus de 20 000 images classées en 126 catégories. Et moi, je les ai séparées en 3 grandes catégories. Façonnées par l'humain, anthropogène, façonnées par la géologie, géogène, et façonnées par le vivant, autre que l'humain, biogène. Ensuite, toutes ces images-là ont été analysées en termes de verdoiement. On s'imagine que plus il y a de vert, mieux c'est. Donc, ça va de 0 à 1. Si c'est 1, il y a beaucoup de verdure. Si c'est 0, il y a d'autres choses que du vert. Et en termes de texture, est-ce que c'est grossièrement texturé ou finement texturé, par exemple, comme un tableau de Monet? Donc, toutes les images ont été analysées pour ces 2 dimensions-là. Et dans un même graphique, on veut regarder si, en termes de texture ou de verdoiement, les différentes catégories nous montrent que, par exemple, les humains font des choses, par exemple, avec une faible texture et peu de verdoiement, et que le monde naturel est beaucoup plus diversifié, par exemple, serait partout ailleurs ici. Donc, c'est ce qu'on voulait tester. Donc, j'ai rééchantillonné les 20 000 photos pour pouvoir vous présenter ça de façon intéressante. Et voici ce que ça donne. La réponse est non. Dans le fond, il y a des points partout. Il y a un éclatement de points. Donc, il y a des faibles textures de scènes façonnées par les humains avec des faibles verdoiements et ainsi de suite dans toutes les catégories. Il n'y a absolument rien dans ce graphique-là qui semblerait indiquer que ce qu'on construit visuellement comme humain est particulièrement morne et terne. Qu'en est-il de l'environnement acoustique? Même question. Sommes-nous doués acoustiquement par rapport au règne animal? Ce graphique vous montre la fréquence des sons produits par différents organismes en fonction de leur taille du corps. De façon générale, plus on a un grand gabarit, plus on produit des sons qui sont dans les basses fréquences. C'est ce que montre la relation de façon générale. Ici, on l'a pour les amphibiens, les chauves-souris, les insectes, les oiseaux et les rongeurs. Et les humains, on serait à peu près dans cette plage de fréquences ici, avec, par exemple, ma voix en ce moment est autour de 100 Hz et une soprano serait autour de 1000 Hz à peu près. Donc, c'est notre plage de voix de production de son. Évidemment, on est capable de faire d'autres activités qui vont produire d'autres fréquences. Donc, au niveau des fréquences, on est dans les basses fréquences, mais on a quand même de l'amplitude. Au niveau de la détection des sons, bien, on est ici, on entend généralement entre 20 Hz, donc des sons aigus, à 20 000 Hz, des sons graves, à 20 000 Hz, des sons aigus. C'est notre plage qui se compare quand même avantageusement à d'autres, mais au sommet, on retrouve notamment le furet ici, et la vache et le marsouin. Donc, ils ont des plages d'audition qui sont très grandes, mais encore là, on a quand même une très bonne audition comparativement au règne animal de façon générale. Donc, même question, les sons humains sont-ils ennuyeux? On peut penser aux sons des routes, des moteurs,
des activités industrielles comme le recyclage du verre. Hein? Clin d'œil à Bellemare ici. Même chose, j'ai utilisé une base de données de la BBC, donc de la British Broadcast Company, qui a mis en fait en libre accès tous les effets sonores qui peuvent être utilisés dans des films ou des productions télévisuelles. C'est disponible pour téléchargement. Donc, on les a analysés et encore là, on les a regroupés en façonnés par l'humain, façonnés par la géologie. Donc, par exemple, le bruit du vent, de la pluie, de l'écoulement de l'eau, ou façonnés par le vivant, autre que l'humain, les chants des oiseaux, les chants des insectes, les bruits de la nature. Ici, on a analysé ces effets sonores-là pour la fréquence, entre 0 et 10 kHz, et l'intensité du son. Ici, c'est une mesure qui varie de -1 à 1, simplement de façon relative. Même idée, si on est ennuyé au niveau de nos sons, on va se retrouver dans un petit coin, et le biogène et le géogène vont se retrouver un peu partout pour exprimer une diversité de sons. Résultat, pas du tout. Nos activités produisent des sons de différentes fréquences, de différentes intensités, etc. Donc, on retrouve une grande diversité aussi à travers nos activités. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ben, en fait, on est doué acoustiquement, on est doué visuellement, et en fait, ça nous intéresse les couleurs, les différences de forme, les différences de son. On n'a qu'à penser aux étalages, on n'a qu'à penser aux jardins construits, et à toute la musique, les instruments de musique qu'on a développés au fil du temps, la musique qu'on a développée au fil du temps, ici, un de mes groupes favoris, Green Day, qui est représenté. Donc, à la question, l'espèce humaine est-elle ennuyeuse? J'ai une réponse que je vous laisse répondre à vous-même, mais il me semble qu'aujourd'hui, je vous ai démontré que pas tellement. Il semblerait qu'il y ait une période de questions. Aucune question? Au niveau de la vision, tous les organismes vivants peuvent voir le vert. Donc, évidemment, le vert, de façon générale, dans l'organisation du vivant, on le sait, tout ce qui est végétal est vert. Donc, c'est certainement quelque chose qui a été important d'être capable de discerner ce qui était de la végétation, ou pas de la végétation. Donc, le verdoiement, de façon générale, non seulement est important au niveau de la capacité de détecter les couleurs, mais aussi au niveau de la représentation de tout ce qui est naturel versus moins naturel, par exemple un stationnement. Donc, l'autre, pour la texture, en fait, c'est aussi relié à l'acuité visuelle. Les scènes qui vont être finement texturées, il n'y a que les bons yeux qui vont être capables de voir ces détails-là. Les yeux qui n'ont pas une bonne capacité de détecter les petits objets ne seront pas en mesure de voir quelque chose qui est finement texturé. Donc, c'est vraiment relié, dans le fond, aux capacités de couleur et de vision, de détection des objets que j'ai choisi ces deux mesures-là. On est en train de regarder ça. Il semble y avoir des compromis, effectivement. Par exemple, chez les oiseaux, on a d'un côté les grands prédateurs qui auraient une très bonne vision, mais pas une particulièrement bonne olfaction. Si on parle, par exemple, entre l'olfaction et la vision. À l'opposé, on a des oiseaux plus de type aquatique qui ont une excellente olfaction, mais comparativement peut-être une moins bonne vision. Donc oui, il semble y avoir des compromis entre ces différents traits-là. Et évidemment, on a ajouté aussi l'olfaction. Souvent, on pense que l'humain n'a pas une bonne capacité de sentir. En fait, il y a Johannes Franestinelli qui est dehors, on l'appelle docteur odeur. En fait, il est venu nous dire
on est capable de sentir plutôt bien. On n'est probablement pas en haut de la pyramide évolutive en termes d'olfaction, mais on est meilleur qu'on le pense. Donc, si les résultats m'ont surpris, ceux qui me connaissent savent que j'aime aller à contre-courant, donc pas nécessairement. En fait, quand on est un biologiste de la conservation, c'est un peu déprimant, hein, parce qu'on est toujours l'espèce tapageuse qui détruit tout, qui pollue son environnement. Et des fois, c'est le fun de trouver un petit peu des axes d'optimisme à travers tout ça. Merci beaucoup, Raphaël, pour ta présentation. Grâce à toi, je me trouve vraiment moins plate aujourd'hui. Merci, ça fait du bien pour une fois de se faire dire qu'on n'est pas plate. Good! Donc, je vais maintenant accueillir notre prochain présentateur, Gilbert Cabana, qui va nous présenter une présentation dont le nom est... Oh, je me suis trompé de nom. Donc, je vais le laisser présenter le nom. Excusez-moi. Gilbert est formé à McGill et UC Berkeley. Il est professeur à l'UQTR depuis 1998 et il est passionné de nature depuis son enfance. Depuis, il est devenu limnologiste, spécialiste en écologie aquatique. Donc, j'accueille Gilbert. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être ici, de voir mes anciens collègues qui viennent. Donc, on parle beaucoup de biodiversité. Donc, il y a un grand nombre d'espèces de poissons au Québec. Il y en a 116 et puis on en trouve 82 dans le lac Saint-Pierre. Donc, il y a de quoi s'amuser. Et quelque part là-dedans, il y a un poisson mystérieux dont je vais parler ce soir, le poisson concombre. Il y a beaucoup d'espèces qui sont négligées, pas exploitées, souvent mangeables, pas mangées. Donc, je les appelle les oubliés du Saint-Laurent. Et donc, la présentation, c'est le chapitre 1 de ce thème-là, parce que je vais y revenir plus tard dans l'année qui s'en vient pour parler de ce sujet-là. Mais revenons à notre poisson mystérieux, le poisson concombre. Tout commence à la ferme Beaulac, à Baie-du-Fèvre. Pour parler de poisson, hein, il faut commencer à une ferme, n'est-ce pas? Donc, on est là à la ferme Beaulac, à Baie-du-Fèvre, et M. Beaulac élève du poisson concombre. On peut voir donc qu'il maintient un pâturage et bien sûr, il fait de la ferme bio, donc, du bœuf de viande, des cochons, etc. On est autour du lac Saint-Pierre, où j'ai mis l'étoile rouge, c'est où est la ferme. Donc, on est dans la pleine inondation du lac Saint-Pierre. Et vous avez donc la zone d'inondation de récurrence de 0,2 ans. Donc, c'est régulièrement inondé. Vous avez sûrement vu des images comme ça lorsqu'il y a des périodes de forte crue. Ce n'est pas le cas cette année, mais d'autres années, oui. Donc, le même champ qu'on a vu, en période de crue, nous, on se balade en moteur pour aller échantillonner. Et il y a plein d'espèces de poissons jusqu'à au-delà d'une vingtaine qui vont faire plein de choses, se reproduire, se nourrir dans cette zone-là. Moi, j'aime les poissons. Puis j'ai plein de collègues qui aiment les poissons. Et quand j'ai vu la liste d'espèces qu'on pouvait capturer dans cette zone-là, j'ai vu le grand corrigone. Le grand corrigone, 2000 poissons à l'hectare qui sont capturés au printemps dans cette zone-là. Et puis, ce n'est pas un poisson que j'associe avec les champs agricoles vraiment. Ce n'est pas un poisson qui est fréquent dans le fleuve Saint-Laurent. Vous avez sûrement deviné que le poisson concombre est le grand corrigone. On voit d'ailleurs qu'un groupe ici de personnes qui travaillent en agriculture qui, pour la première fois, sont confrontés avec le concept d'un champ agricole qui est inondé. Donc, on voit qu'ils sont perplexes. Le grand corrigone, c'est une espèce noble, donc qui a une importance vitale en termes de consommation pour les peuples autochtones. En fait, mais ce qu'on voit, ce n'est pas l'adulte que je viens de vous montrer, ce sont en fait des juvéniles, pas juste des larves. À gauche, vous avez des petites larves dans le fond du petit
peaux, mais à droite, vous voyez quand même un poisson qui est bien développé, qui va être capturé dans la plaine d'inondation vers la fin de l'inondation. Spécimens qu'on m'a donné, c'est le ministère qui me les a donnés. On a aussi des collègues ici qui ont... Donc, le mystère du poisson concombre. Poisson concombre, on va savoir bientôt pourquoi on l'appelle le poisson concombre. Bien sûr, une importance cruciale pour les peuples autochtones, je disais. Ici, on voit des images de la pêche de ça, on l'appelle le poisson blanc. C'est un poisson qui est central, je dirais, dans la survie des Amérindiens sur des milliers d'années, ici au Québec, au Canada. C'est une espèce qui est distribuée partout au Canada. C'est délicieux. C'est un poisson noble. Donc, fumé, là, si vous pouvez en trouver, ça se trouve en Ontario. Donc, c'est vraiment délicieux. Et c'est un poisson qui est sur les armoiries de la ville de Trois-Rivières. Donc, vous voyez ici à droite la ville de Trois-Rivières. C'est un salmonidé, dans la même famille que le saumon. Et il y a cette fameuse nageoire adipeuse. Il y a Pierre Magnan qui connaît la nageoire adipeuse parce qu'il a attrapé la maladie de la nageoire adipeuse. Elle a en fait toute sa carrière sur l'ombre de Fontaine. Et donc, il y a cette fameuse nageoire adipeuse-là qu'on peut voir sur les armoiries de Trois-Rivières. Donc, il y a 3 corégones qui représentent les liens forts qu'il y a avec les Atikamekw, entre autres, mais aussi les Trois-Rivières, bien sûr. Quand on va voir c'est quoi le Grand Corégone, bien, sur Wikipédia, vous faites tout ça. Si vous mettez la version Atikamekw, donc il y a une version Atikamekw, donc Atikamekw, le nom du Corégone en Atikamekw, c'est quoi? C'est Atikamekw. C'est donc un totem important pour ces gens-là, donc qui est important dans leur culture. Donc, ça permettra de réaliser qu'est-ce qu'il y a sur les armoiries de Trois-Rivières qui sont importantes. Donc, cette espèce-là vit en lac, mais surtout en rivière. Rapidement, une fraie tardive en automne, comme tous les ombles, les salmonidés, très différents du brochet, de la perche chaude, etc. Les œufs éclosent à la fonte des glaces. Ce n'est pas une bonne période pour échantillonner tellement. En rivière, les larves dérivent avec la crue printanière. Et bien sûr, ils sont absents de la section eau douce du fleuve en été. Personne ne capture du corégone dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, d'où viennent-ils? On en capture à l'occasion à la fin de l'hiver. Les adultes, en fait, vivent l'été dans le bas du fleuve. Donc, on a la carte à gauche, près de Montmagny. On peut les capturer l'hiver là aussi, mais jamais l'été. Donc, on sait que la population est dans cette section-là du fleuve. Et donc, il faut commencer à mettre les pièces du puzzle ensemble. Comment on peut avoir des larves et des juvéniles de corégone dans un champ, pas de maïs, mais un champ agricole à Baie-du-Fèvre, quand les adultes sont, pendant la majeure partie de l'année, dans le bas du fleuve. Bien sûr, ils vont se balader en hiver. Et avant, les permis de pêche permettaient aux pêcheurs commerciaux de pêcher plus tôt, en avril, par exemple. Et puis donc, je suis allé parler avec les pêcheurs commerciaux, puis ce qu'ils m'ont dit, ben voilà, on voit une image ici de ce qu'ils pêchaient. C'est des gens qui habitent à Pierreville, donc des Desmarais, sur la rue Desmarais, tout le monde s'appelle Desmarais, fait que c'est pas compliqué. Et puis donc, j'ai rencontré M. Desmarais, dont j'avais oublié le nom, mais je disais, M. Desmarais, je suis correct avec ça. Et puis donc, M. Desmarais m'a dit, ça sent le cocombe quand tu l'ouvres. Donc, encore là, on parle d'olfaction avec Johan. Donc, le poisson cocombe sent le cocombe. Et puis donc, M. Desmarais m'a confirmé qu'en effet, il en capturait à la fin de l'hiver. Donc, qu'est-ce que fait le poisson concombre, le grand corégone? C'est ce qui m'intrigue. J'en ai pas fait un sujet principal de mes recherches, mais ça m'intrigue beaucoup. Donc, le premier scénario, ça serait que les adultes vivent dans le bas du fleuve et puis migrent en fin d'automne et puis pondent leurs œufs quelque part dans le lac Saint-Pierre, ce qui, on doute, parce que ce n'est pas une espèce qui pond ses œufs vraiment dans des substrats mous. Et puis, donc, ça, c'est mystérieux. Un autre scénario intéressant serait que, en fait, puisque c'est un poisson qu'on appelle anadrome veut dire qu'il est en eau salée, qui va en eau douce, continuerait et puis irait frayer dans une autre rivière, possiblement la rivière Saint-François.
Parce que la rivière Saint-François est une rivière qui pourrait avoir des salmonidés. Et ce que j'ai trouvé, en fait, c'est intriguant, c'est qu'en fait, au 19e siècle, c'était une des plus grandes rivières à saumon du Québec. Donc, il y a un mémoire de maîtrise qui a été fait par Mme Allard, qui montre d'ailleurs, il y a trois endroits qui s'appellent Rivière au saumon. Quand vous allez à Sherbrooke, là, vous allez voir une pancarte qui est Rivière au saumon. Bien, il y avait des saumons qui montaient comme ça, le Saint-François. Et elle cite d'ailleurs que vers 1870, ben, on pouvait capturer 250 saumons jusqu'à 43 livres. Et puis qu'avec un peu d'attention, on aurait pu maintenir une des plus grandes rivières à saumon au Québec. Donc, il y a quand même un message intéressant là-dedans, un message qu'on décrit comme, pardon, un message d'amnésie environnementale. Il n'y a plus de problème avec le saumon sur le Saint-François parce qu'il n'y en a plus. Donc, ça, c'est quelque chose à garder en tête. Si le Corrigan remonte le Saint-François, bien sûr, il va être bloqué à Drummondville, où il y a un barrage. Et d'ailleurs, il y a une frayère à Esturgeon là. Donc, la rivière est quand même assez fonctionnelle encore. Puis donc, le scénario que j'ai développé, ça serait que ces poissons-là remonteraient et puis pondraient quelque part au mois de décembre, peut-être à Drummondville, peut-être en aval, et que les petites larves, ben, au printemps suivant, quand les glaces fondent, vont dériver pour ensuite aller dans le lac Saint-Pierre. Et la question, c'est comment ils se ramassent dans un champ agricole? La raison, c'est la crue. Donc, ils vont être poussés dans les terres, passer un petit bout de temps là, grandir, et puis après ça, retourner dans leur pays d'origine, dans le bas du fleuve. Comment ça se peut? C'est qu'en fait, le fleuve est complexe, le lac Saint-Pierre est complexe. Donc, on voit que les eaux qui sont au sud, en fait, c'est les eaux de la rivière Saint-François qui forment un lac dans le lac. Et donc, ce n'est pas surprenant que lorsqu'il y a une forte crue au printemps, bien, ces eaux-là vont être poussées, soulevées, si vous voulez, dans le champ. Éventuellement, à la décrue, ces petits poissons-là vont partir et puis retourner vers le bas du fleuve. Il y a une superbe photo ici que Pierre-André a pris au département en drone, où on voit cette couche, ce non-mélange des eaux, cette eau-là brune qui est poussée dans les terres à Baie-du-Fèvre. Donc, c'est le scénario qui m'intriguait, et puis j'ai voulu le tester pour terminer, et puis d'utiliser une technique qui s'appelle l'ADN environnemental pour voir si je pouvais détecter l'ADN de Corrigan qui montre le Saint-François. En passant, c'est une technique, l'ADN environnemental et aussi le Corrigan, deux sujets qui étaient vraiment à cœur d'un collègue qui nous a quittés récemment, Louis Bernatchez. Donc, je lui en ai parlé quand il était à l'hôpital et puis il était vraiment touché par ça. Donc, je suis allé en novembre-décembre sur le pont échantillonné. En décembre, il faisait fret. J'étais tout seul au milieu du pont en train de descendre un bidule, un Van Dorn pour aller chercher de l'eau. Et puis, j'ai fait ça semaine après semaine. On était en COVID en plus. Donc, donc, la question était, est-ce que je pourrais détecter l'ADN des adultes qui vont remonter? Roulement de tambour. Merci, merci, merci. Et le résultat est? J'ai rien trouvé. Aucune montaison détectée en novembre-décembre. Peut-être que le frais est moins ou plus tardif. Je veux dire, je me suis tanné après 5 semaines à aller chaque semaine au milieu du pont pour ramasser de l'eau. Donc, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Je l'aurais manqué. Peut-être que la frayeur est en aval ou ailleurs dans le système. Donc, il y a des questions qui peuvent être résolues, qui peuvent être examinées donc, dans le futur. Mais entre-temps, ben, on continue à produire du Grand Corrigan sur la rive sud, dans les champs. Et puis donc, si vous voulez connaître la suite, ben, il va falloir lire le prochain volume, Le retour du mystère du poisson concombre. Merci. Question? Oui, Pierre. Ta question, c'est quoi, Pierre?
Oui, il en capturait quand il m'a dit avant, les permis permettaient de pêcher plus en avril. Maintenant, c'est plus tard. Il en capturait. Pas des tonnes, mais il en capturait. Il ne m'a pas dit où, mais je soupçonne qu'il était au lac Saint-Pierre. Donc, oui, c'est ça. Donc, moi, je soupçonne qu'il se balade. D'ailleurs, j'ai enlevé des diapos, mais il y a des captures sporadiques en hiver. Mais pas beaucoup, malgré le fait que depuis longtemps, les gens pêchent en hiver au lac Saint-Pierre. Et puis, c'est un poisson qui est susceptible d'être capturé si tu pêches d'autres espèces. Donc, oui, il en capturait. Il y a des captures dans le Richelieu, près de Montréal. Mais c'est un mystère, qu'est-ce qui se passe en hiver. Et puis, c'est intéressant parce qu'il y a d'autres espèces comme la lotte, bien sûr, le petit poisson des chenaux, qui exploitent le fleuve en hiver et puis qui fout le camp en été. Donc, ça permet de réaliser qu'il y a le fleuve en hiver puis il y a le fleuve en été qui jouent des rôles bien différents. Si vous n'avez pas d'autres questions, la prochaine, dans l'année qui s'en vient, on va continuer avec les oubliés du Saint-Laurent. On va parler du vrai sexe de la barbue de rivière, par exemple. La barbue de rivière, qui est troublant. Et puis, on pourrait aussi aborder la question du poisson castor. Est-il le produit des amours entre un brochet et le castor? Merci beaucoup, Gilbert, pour ta présentation. Écoutez, je ne sais pas pour vous, moi, personnellement, je reste vraiment sur ma faim avec cette présentation-là. Donc, s'il y a des gens qui veulent changer de vocation, je vous conseille d'envoyer votre CV à Gilbert pour aller ramasser de l'eau en octobre, en novembre, au pont, parce que moi, je veux vraiment savoir qu'est-ce qui se passe avec les corégones. Sur ce, ça va être maintenant à l'heure de la pause. On se donne un 10-12 minutes, petit pipi, bière, tout le kit, puis après ça, on se rejoint pour la prochaine présentation. Merci. Rebonjour tout le monde. J'espère que je vous ai pas trop manqué pendant la pause, mais je suis déjà là, de retour. On est donc rendu à la troisième présentation de la soirée, qui sera donnée par Jean-Sébastien Gauthier. Le titre de sa présentation est « Écologisme et éco-anxiété, comment sortir du piège ». Jean-Sébastien, il complète une maîtrise en éducation à l'UQTR sur les relations entre l'éco-anxiété, la curiosité et l'engagement écologique. Il est également enseignant des sciences et technologies au CSS du Chemin du Roi depuis 2017. Accueillez-le chaleureusement, Jean-Sébastien. Bonsoir, vous m'entendez bien? Oui, super. Bon, ben ma présentation est déjà faite. Vous me connaissez maintenant. Je viens vous parler aujourd'hui d'éco-anxiété. J'aimerais ça savoir, avant de commencer, à qui je m'adresse. Est-ce qu'il y en a dans la salle? En fait, à main levée, j'aimerais ça savoir qui sait ce que c'est l'éco-anxiété. OK, c'est bien. C'est ma génération. Je ne suis pas sûr que si je m'étais adressé à un public entièrement de professeurs de l'université, j'aurais eu la même réponse. Mon directeur, il ne savait pas c'était quoi avant que je lui présente, mon directeur de maîtrise. Mais juste pour que ce soit clair pour tout le monde, l'éco-anxiété, okay, c'est un ressenti désagréable qu'on vit face au constat des bouleversements environnementaux actuels, passés et futurs, et aussi liés à l'incertitude qui accompagne ces bouleversements environnementaux-là. Souvent, l'éco-anxiété, ça s'accompagne d'inquiétudes, de craintes et aussi de différentes éco-émotions. Je vais y revenir. D'autres éco-émotions qui ne sont pas l'éco-anxiété, il y aurait par exemple la colère, la tristesse ou la colère, la tristesse ou la culpabilité environnementale, par exemple. L'éco-anxiété, juste pour vous faire un petit topo rapide, c'est une préoccupation importante pour 3 personnes sur 4, si on regarde au niveau des élèves du secondaire au Canada. Pour un élève au Québec sur 10, c'est une préoccupation assez importante que ça a des répercussions sur le sommeil et sur le fait de pouvoir profiter de la vie quotidienne. Donc, pour une personne sur 10, c'est un enjeu à ce point important. Malgré tout, il y a un élève sur 2 qui me dit ne pas s'impliquer au niveau environnemental pour s'attaquer aux différents enjeux environnementaux. Alors moi, comme prof de sciences qui m'a amené vers la maîtrise, qui m'a amené à me poser ces questions-là sur l'éco-anxiété, c'est que je me suis dit, bon, les bouleversements environnementaux, c'est ce qui entraîne l'éco-anxiété. On
ne se cachera pas rien, l'éco-anxiété, elle n'existerait pas s'il n'y avait pas de bouleversements environnementaux. Si on veut s'attaquer à la source du problème, bien, il faut en fait stimuler chez les gens l'engagement écologique. Okay? L'engagement écologique, si on veut le faire de la bonne manière, on doit avoir un minimum de connaissances environnementales. Puis ces connaissances-là, ben, malheureusement, c'est aussi un peu les connaissances qui contribuent à l'éco-anxiété. Ce qui fait que moi, comme enseignant de sciences, je me posais la question, quand vient le temps de parler des bouleversements environnementaux, qu'est-ce que je fais avec mes élèves? À quel point je vais répondre à leurs questions? Fait que vraiment, je me suis demandé, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis c'est ce qui m'a amené à me poser ma question de recherche, puis à m'intéresser à l'éco-anxiété, à la curiosité, à l'engagement écologique. Bon, je vous le dis tout de suite, dès le départ, là, la solution, pour moi, c'est juste plus de connaissances. Okay? Je vais y aller un peu plus dans le détail, là, mais okay, ici, je disais, c'est paradoxal, mais finalement, on se rend compte que le plus de connaissances on a sur les enjeux environnementaux, sur les problématiques environnementales, mieux on va être outillé. Parce que plus on connaît quelque chose, généralement, moins on en a peur. Okay? Ça, c'est une des choses. Donc, des connaissances sur les problématiques environnementales, des connaissances aussi spécifiques aux solutions concrètes. Ça a l'air bête, là, dit comme ça, mais les médias, souvent, quand ils nous parlent des problèmes environnementaux, ils nous parlent des problèmes, ils ne nous parlent pas des solutions. Alors qu'en tant que prof de sciences, c'est une des choses que moi je peux faire, partager des connaissances sur les solutions concrètes. Puis ça aussi, je vais y revenir, c'est une chose sur quoi on peut focaliser qui va nous aider à gérer l'éco-anxiété. Et finalement, s'informer aussi sur les éco-émotions et en tant que prof de sciences, partager cette information-là, mieux comprendre comment en tant qu'individu on s'adapte face à ces différentes émotions désagréables-là. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, comment on s'adapte au changement climatique d'un point de vue émotionnel. Bon, juste pour commencer brièvement, vous le savez peut-être déjà, là, quand on fait face à une situation qui est menaçante, okay, l'individu a tendance à ressentir, en fait, quand c'est une situation qui est menaçante dans l'immédiat, l'individu va ressentir du stress et va généralement avoir une réponse de type combattre, fuir ou figer. Ça, c'est le stress. Si on fait face à une menace qui est plus ou moins lointaine dans le futur ou géographiquement, c'est pas tout à fait du stress qu'on va ressentir, c'est là que l'éco-anxiété va arriver, dans le cas des changements climatiques et autres enjeux environnementaux, mais c'est l'anxiété qui va arriver ici. Puis l'anxiété, l'individu a tendance à y faire face avec différentes stratégies d'adaptation qu'on peut classer en 3 catégories que je vais vous présenter aujourd'hui. Les stratégies qui sont axées sur la résolution du problème, celles qui sont axées sur la gestion des émotions et celles qui sont axées sur la quête de sens. Dans le cas des changements climatiques, vous allez voir que les 2 premières catégories ont certains désavantages, alors que la troisième, c'est vraiment celle qui est la plus, c'est celle qui est optimale dans ce cas-ci. Je vais utiliser un cas fictif pour vous donner des exemples de ces stratégies d'adaptation-là, pour que vous compreniez un peu mieux de quoi il en retourne. Donc, le cas de Kim. Kim, c'est un jeune adulte québécois. Il vient même de terminer son DEC en sciences nature à Rouyn-Noranda. Il habite encore chez ses parents. Puis hier soir, Kim il a regardé un documentaire sur les changements climatiques, documentaire qui est assez sensationnaliste. Fait que là, mettez-vous dans l'ambiance un petit peu, mettez-vous dans sa peau, là. Il a regardé un documentaire qui disait à quel point ça va mal, à quel point les bouleversements environnementaux nous menacent nos milieux de vie. Puis ça lui a rappelé des événements qui se passaient pas si loin de chez lui. Je ne suis pas sûr que j'ai besoin de vous dire à quoi ça réfère ça. Lui, il est à Rouyn-Noranda. En 2023, des incendies à travers à peu près tout le nord du Québec. Il y a eu des tempêtes aussi incroyables en 2022 en Outaouais. Il pense à ça, puis il rumine. Il y a de la difficulté à arrêter de penser à tout ça. Kim, notre individu fictif, qu'est-ce qu'il va faire en réponse à ça? Il va avoir différentes stratégies. Je vous en nomme quelques-unes qui sont dans la première catégorie. Il va, par exemple, se mettre en action. Il va décider, lui, d'être écologiste. Il va avoir un engagement écologique, puis il va choisir d'attendre avant de s'acheter une voiture. Malgré qu'il habite à Rouyn-Noranda, il va faire le sacrifice d'attendre avant de s'acheter une voiture parce qu'il sait à quel point c'est polluant de se déplacer en véhicule. Il va à la place faire du vélo, faire du covoiturage. Il va garder son téléphone parce que ça aussi, il a entendu dire que l'électronique, c'était un secteur très polluant. Fait qu'il va juste garder son téléphone une année de plus. Juste ça, ça pourrait, selon lui, faire une différence au niveau environnemental. Puis, il va aussi parler à ses parents, ses amis. Il va suggérer aux gens autour de lui de faire plus attention à l'environnement. Tout ça, c'est différentes stratégies qui sont dans la catégorie de la résolution du problème. Sauf que quand on fait face aux changements climatiques qui sont tellement vastes,
tellement difficile à régler pour une seule personne, ça a ses limites, ça. C'est ce qu'on appelle aussi l'engagement écologique. C'est vraiment la partie action de la réaction de Kim ici. L'engagement écologique, rapidement, c'est à la fois le sentiment d'efficacité de l'individu et son action individuelle. Puis le sentiment d'efficacité, c'est à la fois un sentiment d'efficacité collective et d'efficacité individuelle. C'est bien, d'un point de vue sociétal, l'engagement écologique, on voudrait évidemment que tout le monde s'engage, on voudrait que les gens aient ce genre de stratégie-là, sauf que ce qu'on voit typiquement, c'est que l'action individuelle a tendance à être liée à l'éco-anxiété. Malheureusement, quand on prend l'habitude de s'engager pour le climat, quand on fait plein d'actions individuelles, on a tendance à vivre plus d'éco-anxiété, surtout quand l'action individuelle n'est pas liée au sentiment d'efficacité. Dans ce cas-là, ça fait un peu perdre le sens à nos actions, puis ça peut mener à différentes éco-émotions, dont l'éco-anxiété, entre autres. Fait que si la première catégorie de stratégie, elle est bonne d'un point de vue sociétal, mais moins bonne, si on veut, d'un point de vue individuel. Autre chose que Kim va faire, dans ce cas-ci, là, après avoir fait tous ces sacrifices environnementaux-là, il va se dire que, bon, finalement, au Québec, on n'est pas si mal que ça. Il va comme dédramatiser un petit peu la situation. Il va se dire, ben, c'est pire ailleurs. Au Québec, on a un bon système, on est résilient, on est capable de s'adapter. Il va se dire, bon, je suis un peu tanné là, des documentaires sensationnalistes, je vais arrêter. Tu sais, quand je me retrouve face à une mauvaise nouvelle dans les médias, ben, je vais laisser tomber, je vais passer à autre chose. Il va comme se cacher un petit peu de la réalité. Et il va ultimement accepter la situation, même s'il va peut-être continuer d'avoir ses actions individuelles bonnes pour l'environnement, il va se dire que le problème est trop gros, qu'on n'y arrivera pas de toute façon, puis il va un peu devenir amer par rapport à ça. Ça, c'est des réponses qui sont naturelles, possiblement qu'il y en a plusieurs dans la salle qui ont vécu ça à différents moments. C'est des réponses qu'on dit de gestion des émotions. Okay? C'est une autre manière de faire face aux situations angoissante, si on veut. C'est une forme de désengagement émotionnel ici. Le désengagement émotionnel, il est bien dans le sens où il va prémunir contre l'éco-anxiété, mais évidemment que le désengagement, il va aussi prémunir contre l'action, en général. En tout cas, dans la recherche, c'est ce qu'on voit, là, quand on se désengage comme ça, on a tendance à avoir moins de comportements pro-environnementaux, puis ça, ben, pour la société, c'est pas l'idéal. Okay? Fait qu'on, on a vu que là, les deux premières catégories de stratégies, il y avait des points négatifs. La troisième catégorie, Kim ne le fait pas encore, là, mais c'est ce que je lui suggère ce soir. Ce qu'il pourrait faire, des exemples, quelques petits exemples, il pourrait, entre autres, porter son attention sur les initiatives qui ont déjà eu du succès. Okay? Fait qu'il y a des sites de nouvelles qui montrent les bons coups, qui montrent les histoires à succès, il y en existe. Okay? Il les a peut-être juste pas trouvés encore, là, mais ça existe. Puis quand on se concentre là-dessus, ça a quand même un effet assez important sur l'éco-anxiété. Il pourrait aussi s'entourer de camarades qui ont les mêmes valeurs que lui. C'est pas toujours évident, là, mais des fois, juste d'avoir un réseau social qui partage des valeurs, c'est super bénéfique. Il pourrait aussi, bon, d'un point de vue plus philosophique, il pourrait se rappeler que l'humain, il sait relever des défis immenses. On en a vu d'autres, on est capable de traverser ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir la pensée magique, là, mais d'avoir une certaine confiance en ce que l'humain est capable de faire. Tout ça, c'est des exemples de stratégies qui sont dans la troisième catégorie, la catégorie de la quête de sens. Puis ici, c'est ça, ça englobe entre autres la pensée positive, la confiance, le recadrage positif. Et ça, on voit que dans la littérature scientifique que ce n'est pas associé à l'éco-anxiété. Les individus qui ont tendance à adopter ces stratégies-là n'ont pas tendance à vivre plus d'éco-anxiété, mais ont tendance à avoir un engagement écologique plus soutenu. C'est vraiment essentiellement, là, cette catégorie de stratégie-là, elle est bonne à la fois pour l'individu et pour la société. Que pense Kim à la fin de cet exposé, parce qu'il m'écoutait, de là-bas, là? Probablement que comme vous, après avoir entendu tout ce blabla-là, il est un petit peu saturé d'informations, je le comprends. Malgré tout, il a réussi à retenir la morale de l'histoire. Il a réussi à retenir que parmi les 3 types de stratégies qu'on utilise pour faire face à l'éco-anxiété, c'était celle axée sur la quête de sens qui avait le plus d'intérêt, si on veut, au point de vue individuel et au point de vue sociétal.
Puis sur ce, Kim devrait repartir avec des outils pour gérer ces éco-émotions. Je pourrais vous parler plus des éco-émotions si vous voulez dans les questions, mais ça fait le tour de ma présentation. J'aimerais ça savoir ce que vous pensez, vous, de la situation. Puis merci beaucoup. Ben, ça dépend de chaque personne, mais en fait, tous les comportements individuels qu'on fait au jour le jour, ils peuvent avoir du sens dépendamment de si on a confiance, finalement, si on voit les autres autour de nous faire la même chose, si on voit nos modèles faire la même chose. T'sais, en tant qu'enseignant de sciences, ça, je vais en parler après ma maîtrise, c'est sûr, à mes collègues, là, mais c'est important qu'une école, que les enseignants soient des modèles pour leurs élèves. C'est sûr que si on demande à nos élèves, mais vous devriez faire telle affaire pour l'environnement, mais que soi-même, on ne le fait pas, c'est là que ça n'a pas de sens. Fait que le sens, il apparaît quand il y a une cohérence, quand on voit que que les gens font comme nous, puis quand on comprend aussi ce qu'on fait. Là. Si on dit à un enfant de faire une action qu'il ne comprend pas, ça n'a pas vraiment de sens non plus. Fait qu'on peut aller chercher à différents endroits. D'autres questions? Oui? Ben, ça dépend des médias. C'est ça, ça dépend vraiment des médias. Au Québec, moi, en tout cas, c'est sûr que moi, je baigne là-dedans depuis longtemps, là, mais je ne suis pas particulièrement choqué là, de nos médias. En même temps, j'ai choisi mes médias. Mais il y a vraiment il y a des médias qui se spécialisent dans les bonnes nouvelles, puis on dirait que ça me fait du bien. Là. Une fois par semaine, je reçois une infolettre de c'est 1.5, je pense, qui fait que ça, là, partager des bons coups environnementaux, puis ça me plaît. Mais là, je veux pas nommer de médias, mais c'est sûr qu'il y a c'est un peu alléchant pour les médias d'être sensationnalistes. Je pense qu'ils savent que ça vend, que c'est ça qui stimule les gens, même si les gens, ça leur fait peur, mais ils vont quand même vers ce type de médias-là. Oui. Ben, honnêtement, j'ai pas vu beaucoup de grands médias en parler. S'ils en parlent, c'est une fois aux 2 ans ou aux 3 ans. Mais moi, c'est sûr que dans ma recherche, j'en ai vu quand même pas mal, là, mais sur différents médias. Puis en général, c'est assez honnête quand même. Là. Il y a quand même une reconnaissance de ce que c'est. Puis de plus en plus, ce que moi, j'essaie d'amener aujourd'hui, là, je le vois dans les médias. Il y a différentes, souvent, c'est constructif. Là. On amène l'éco-anxiété, puis on l'explique, puis on dit ce qu'on peut faire pour le gérer. Oui. Mm. Ouais. Ouais. Je, j'ai simplifié un peu, là, merci pour la question. J'ai simplifié, c'est sûr, ce soir. Là. Mais l'éco-anxiété en tant que telle, moi, je ne considère pas que c'est quelque chose qui est une maladie. Ce n'est pas un mal en soi. Ben, je veux dire, les gens peuvent en souffrir là, de l'éco-anxiété, mais en tant que tel, c'est un signal d'alarme, là, l'éco-anxiété. Puis, de manière générale, l'anxiété, c'est un signal d'alarme. Puis, c'est ce qui peut nous amener à nous mobiliser, à faire ce qu'il faut. Fait que, je pense pas qu'il faut éradiquer l'éco-anxiété, mais moi, ce que je propose, c'est de trouver des manières de vivre avec, à la limite, d'en profiter, si on veut. Oui? Ouais. Ben, c'est sûr que moi, à la base, j'ai une grande curiosité. J'essaie de pousser ça aussi chez mes élèves. La quête de sens. C'est sûr que
C'est ça, essayer de trouver, essayer de diriger la quête d'information de nos élèves vers des sources inspirantes. Si on veut, là, déjà, ça c'est bon. Un peu comme j'ai répondu tantôt, de trouver des initiatives qui résonnent avec ce que nous on fait, avec ce que nous on comprend qu'il faut faire finalement. Fait que, se trouver un réseau social un petit peu qui fait que ça a du sens ce qu'on fait. Puis c'est ça, aller vers les médias qui font la promotion des bonnes nouvelles, même s'il n'y en a pas tant. Merci. Merci beaucoup, Jean-Sébastien, pour ta présentation. On va maintenant passer à la dernière présentation de la soirée, qui sera donnée par Sabrina Grenier. La présentation s'intitule « La conservation post-récolte des pommes de terre » et Sabrina est bachelière en biochimie et biotechnologie, profil cannabis. Elle est maintenant étudiante à la maîtrise en biologie cellulaire et organisatrice de chercheurs de demain depuis 3 ans. Je lui cède la parole. Allô, ça va bien? Ouais. Fait que là, ici, un titre particulièrement vulgarisé de mon projet de maîtrise. Il est vraiment plus long que ça, mais on me dit que personne ne comprendrait. Fait que les épinettes noires à la rescousse des pommes de terre, vous allez comprendre pourquoi. Puis, je veux commencer par une question. Est-ce que vous savez combien de fois par année est-ce qu'on récolte les pommes de terre au champ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Ouais. Combien? Une seule fois. Donc, gardez ça en tête, gardez ce chiffre-là en tête, ça va être important. Vous allez comprendre pourquoi ça pose problème sur le long terme. Donc, une seule fois. Et est-ce que vous savez pourquoi on a des pertes? Qu'est-ce qui se passe en entrepôt? Comment c'est conservé? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Entre autres, les champignons, ça en fait partie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait autre chose? Oui, la pourriture, ça en fait partie. Je vais en parler plus tard. Fait que si on continue, en fait, il y a une production de pommes de terre, en fait, qui est à 640 000 kilotonnes par an. Puis là, on me dit, ce chiffre-là, je sais pas ce que ça a de l'air. Fait que je l'ai comparé à des stades de football. Fait que finalement, on peut remplir 128 stades de football du plancher jusqu'au top avec toutes les patates qu'on récolte en une année ici. Également, ça l'équivaut à 202 millions en recettes agricoles chaque année. C'est l'équivalent de 800 000 voitures neuves de taille moyenne. Pas ton gros pick-up, mais de taille moyenne. Aussi, le problème, c'est qu'on a des pertes qui sont évaluées jusqu'à 75 000. C'est quand même beaucoup. Je n'ai pas fait de comparatif ici, mais vous êtes capable de voir que ça en fait beaucoup. Si on revient à pourquoi il y a des pertes, il y a donc la germination hâtive des pommes de terre. Fait que quand ils sont rendus bien laides, bien fripés, ça, c'est un des problèmes. Puis le deuxième problème, c'est le développement de maladies. Ça, on l'avait nommé, puis on a parlé de champignons, je vais en parler aussi plus tard. Ensuite, si on continue, en fait, la germination, c'est un problème qui est inévitable. Ça va se produire, garde en tête, on le récolte une fois par année. On n'en importe pas au Québec des pommes de terre, il faut donc en avoir à l'année longue. Fait que les patates que tu achètes au magasin au mois de septembre, on les a récoltées au mois d'octobre dernier. Ça fait longtemps qu'ils sont là, ils sont belles pourtant. Ils sont belles, ils ne sont pas fripées. Puis en fait, c'est pas juste l'aspect physique en fait, des pommes de terre qui change, c'est oui, ils sont germés. Moi, je m'en fous personnellement, je vais les manger mes patates germées dans mon armoire, mais je vais pas les acheter à l'épicerie comme ça. Tu comprends? Fait en fait, ce qui se passe aussi, c'est quand les germes ils poussent, en fait, ça s'accapare de l'eau et des sucres de la pomme de terre, fait que ça change le goût, ça change la couleur à la friture, à la transformation, quand on fait des chips, des frites, des choses comme ça. Fait que c'est quelque chose qu'on veut vraiment pas, même si c'est inévitable. Fait qu'on essaye d'attendre le plus longtemps possible avant que ça arrive. En ce moment, qu'est-ce qu'on fait pour le contrôler? On fait ce qu'on peut. En fait, il y a la température. Fait qu'il y a différentes températures dans les entrepôts lesquels on conserve. Puis ça va varier aussi. Là, je vous parle de vraiment juste ici au Québec, au Canada en général. Mais dans d'autres pays, ça va différer aussi. Mais ici, il y a 2 températures différentes qu'on utilise de manière générale. Il y en a que c'est 4 degrés, il y en a que c'est 8,3. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous le dirai. Mais je ne me concentrerai pas là-dessus. Puis le problème aussi, c'est que on les conserve, mais il faut aussi mettre des produits dessus pour les conserver. En ce moment, celui qui est utilisé, c'est du chlorprophane, ou son petit nom fancy, c'est du CIPC. On garde ça entre nous pour les intimes, c'est ça. Puis c'est cette molécule-là, j'ai pas pu vous trouver d'image de la bouteille industrielle commerciale, malheureusement, mais c'est à ça que ça ressemble. Puis, problème, ça a été banni.
dans l'Union européenne, en 2019, ce produit-là a été banni. Puis en fait, si c'est banni en Europe, ça s'en vient ici. On est dans la merde. Déjà. Ça, c'est un produit qui est utilisé par beaucoup d'agriculteurs. On n'a pas besoin d'en mettre souvent, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, mais ça cause problème. C'est toxique, ça reste dans les matériaux, ça reste, par exemple, si on le met dans une crête de bois, les patates, puis qu'on met le produit dessus, ça reste dedans. Puis en fait, ça a des propriétés carcinogènes. Puis quand ça se dégrade, il y a une molécule qui se fait, qui devient aussi quand même assez dangereuse. Fait qu'il faut trouver une solution. Fait que mon projet, en fait, c'est surtout là-dessus, on va essayer de remplacer ça par quelque chose de plus vert. En ce moment, il y a quelques alternatives. Okay? Fait que ça, c'est les petits noms du BioXM, Sprout Torch, Talent. Mais l'efficacité, mais on n'aime pas tant ça. Ça ne marche pas super bien. Il faut en mettre quand même souvent. Puis pensez à l'agriculteur. Lui, là, il ne veut pas mettre ça 150 fois sur ses patates. Il veut que ça coûte pas cher, que ça marche vraiment bien. Puis on veut aussi qu'on en mette le moins possible parce que c'est beaucoup de travail. Pensez à les 128 stades de football pleins de patates. Hein? Ça en fait beaucoup. S'il faut que je les asperge toutes une à une, genre 2 fois par semaine, ça va être long, puis j'y arriverai pas, puis je vais les perdre, mes patates. Fait que ça, c'est une des molécules qui est dans une des alternatives vertes, juste pour le fun. Puis, après ça, l'autre problème que je vous ai parlé, c'est les maladies. Fait qu'il y a différentes maladies. Il y a de la pourriture molle, il y a de la pourriture sec. La pourriture molle, c'est causée par des bactéries. Moi, il y en a 3 en labo que j'utilise. Puis, ça sent le calvaire. Vous demanderez à mes collègues, quand je travaille avec, c'est nauséabond. J'ai déjà fait des expériences où la patate, quand je la prends, toute la chair sort liquéfiée, il me reste que la pleure entre les doigts, l'odeur vient avec. Fait que ça, c'est un problème. Puis en fait, aussi, avec cette maladie-là, c'est qu'une patate infectée peut en infecter 100 kg à elle seule. Fait que pensez à quel point c'est exponentiel puis que ça arrive vite, que dans un gros tas de patates, une grosse montagne, à quel point ça se contamine rapidement, puis ça sent vraiment pas bon. Fait qu'on n'aime pas ça. On peut pas tomber malade si on mange une patate pourrite, mais écoute, moi, j'en mangerai pas. Après ça, on a une autre pourriture qui dit pourriture sec. Ça, c'est causé par un champignon, en fait, qui cause la fusariose. Puis c'est un champignon que j'ai au labo qui est rose. C'est le fun. Mais il fait que les patates, ils se vident de l'intérieur. Ils deviennent tout secs, tout vides, comme une petite coquille. Comme un œuf, genre. Puis ça aussi, ça cause problème. Ça se propage moins vite. Puis sont généralement moins affectés, les pommes de terre par celle-là, du fait que ça se propage moins vite et moins facilement. Puis, des fois, quand la maladie n'est pas super avancée, il faut vraiment couper la patate pour voir à l'intérieur s'il y a quelque chose, parce que tu pourrais arriver chez toi, la couper en deux, faire « ouais, ça l'arrive. » Puis, ça, c'est le fun, elle sent rien, celle-là, au moins. Fait qu'il y en a une qui sent le calvaire, une qui n'est pas si pire. Puis là, je vous parle de maladies, il y en a d'autres maladies de la pomme de terre. Là. Il y en a plein d'autres. Il y en a qui s'attaquent aux plants, il y en a qui s'attaquent aux stolons seulement, puis il y a les insectes et tout ça, mais moi, je n'ai pas fait cette partie-là du projet. C'est beaucoup trop gros, premièrement. Fait que c'est ça. Puis, pour les maladies, il y a aussi des produits. Fait que c'est même pas le même que je vous ai dit tantôt. Fait que là, on met un produit sur les patates, on a un autre problème. On utilise un autre produit. Puis là, ce qui se passe, c'est que les patates, ben en fait, le champignon sur la patate devient résistant. Il se rend compte, pas grave, ça me tue à chaque fois. Je vais faire de quoi dans mon ADN pour que ça l'arrête de me tuer. Un peu comme les bactéries qui résistent à certains antibiotiques, des choses comme ça. C'est la même chose. Même chose chez les patates. Puis ça, c'est une des molécules qui est utilisée, ça s'appelle du Murtec. C'est une qu'on utilise à l'entrepôt, du moins, où je travaille. Puis, après ça, il y a de la pourriture molle. Puis le produit qu'il utilise, ça s'appelle du Storox. C'est à base de peroxyde d'hydrogène. On l'utilise, pas full dangereux, pas tant efficace non plus. Fait que ça ralentit la maladie, mais ça va pas la tuer, la bactérie. Fait que si ça pogne dans ton tas de patates et que tu n'es pas assez vite pour l'enlever, pas assez vite pour mettre le produit, tu vas infecter ton tas de patates. Fait que ça, c'est un problème. Puis là, vous me direz, OK, cool, on a des problèmes, on veut que ce soit vert, on veut que ce soit cool, on veut que ce soit durable, on veut que ce soit une économie circulaire, on veut que ça coûte pas cher. OK, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait ça? En fait, c'est que, pas moi bien sûr, mais l'équipe avec laquelle je travaille, parce que je suis vraiment pas toute seule là-dedans et je suis pas la première à travailler sur ce projet-là. En fait, il y a des pionnières du projet. Puis eux se sont basés sur l'industrie forestière. En fait, c'est que l'industrie forestière, elle va produire une quantité considérable de résidus. Puis en fait, en ce moment, ils sont juste utilisés à des fins énergétiques. On ne fait pas grand-chose avec. Puis, mais les écorces, c'est quelque chose qui est connu pour être bioactif. Par bioactif, je veux dire, peut contribuer à quelque chose, peut faire des réactions chimiques intéressantes qu'on aime.
Fait que, par exemple, il y a, je ne sais pas si vous connaissez ces timbres-là, là. Les timbres pour la nausée qu'on se met derrière l'oreille, la scopolamine, ça vient d'une plante. Fait que ça, c'est une molécule bioactive. Mais même concept ici, il y en a plein dans les écorces, ça, c'est dans la littérature. Fait que les gens qui sont dans le domaine, ils le savent. Puis en fait, les pionniers du projet, ils ont fait « Ah ouais, c'est nice, ça. Celle-là, est-tu utilisée? Non? Cool. On y va. » Fait que là, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est produire des écorces en produits à valeur ajoutée avant la combustion. Fait qu'on veut créer un petit arrêt dans la chaîne de production où on va les utiliser pour faire ça, puis après ça, on les renvoie. Fait que je vous montre de quoi ça a de l'air. On prend les écorces. Après ça, on extrait les écorces. Fait que c'est un long processus chimique. Ben, je dis long. Long quand c'est vraiment à grande quantité. Au labo, ça se fait relativement bien. Puis après ça, on se retrouve avec une poudre comme ça. Ça a été fait chez Inofib. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Ça, c'est les gens au pavillon CIPP que personne ne va, là. Ils sont là. Moi, je travaille avec eux. Puis ils font cette belle petite poudre-là. Ça sent super bon, by the way. Puis après ça, ben, on se retrouve encore avec un tas d'écorces. Il nous en reste. Un peu comme la pulpe de papier, ben, on se retrouve avec un tas d'écorces. Ils sont toutes broyées, sont toutes belles. Puis ça, on renvoie ça à combustion. On peut les renvoyer. Puis ça, c'est renvoyé pour faire de l'énergie, en fait. L'énergie. Puis, en fait, il y a plusieurs tests qui ont été faits. Là. Les gens vont dire « Ah oui, mais le pouvoir calorifique, ça fait-tu autant de chaleur? » Oui, c'est chill, ça va. C'est pas grave. Si j'enlève la molécule qui, moi, m'intéresse, puis je le renvoie, ça se passe bien. C'est cool, tout le monde fait plus de cash. C'est bon. Après ça, OK, cool. J'ai les problèmes, j'ai ma solution, je veux avoir ça. Mais comment je fais ça? Où c'est que je les utilise? Je les mets où, moi, tous ces produits-là? En fait, comme je vous dis, pas juste moi, tous les gens du projet, ils ont découvert que l'huile essentielle d'épinette noire, ben, on peut en créer à partir de 2 résidus. Un à partir de l'écorce, puis une huile essentielle aussi à base des aiguilles et des branches de l'épinette noire. Puis là, il y a des tests qui ont été faits dans le labo, puis pour se rendre compte que, je ne sais pas si vous voyez ici là, les longs germes, pas bon, on n'aime pas ça. Ici, pas vraiment de germes, on aime ça. Fait que se sont rendus compte dans le laboratoire que c'est vraiment l'huile essentielle qui est à base des aiguilles et des branches qu'on va utiliser pour la suite du projet. On sait c'est quoi la molécule active dedans. Je ne peux pas vous le dire. C'est rendu confidentiel. Trop cool, ça a l'air. Patate McCain, il aime bien ça. Fait que pour le moment, je ne peux pas vous en parler. Peut-être un jour, je vais être riche puis je vais pouvoir vous le dire. Peut-être. Après ça, en fait, pour l'extrait antimicrobien, bien là, on utilise les écorces. Fait que là, on aime ça. On a la petite poudre cool que je vous ai montrée tantôt. Si on fait ça avec, les écorces, ils retournent en combustion. Les branches, les épines qui traînent un peu partout, on les prend, puis on fait une huile essentielle pour conserver les patates. Là, vous me direz, nice, on a tout ça. Comment tu fais ça? Comment tu sais que ça marche? Ben, en fait, c'est la pionnière avant moi a développé un vraiment nice protocole. Ça fonctionne bien. On a des résultats quand même rapidement. En fait, on commence par, on nettoie les patates. Là, vous me direz, mais à l'entrepôt, sont sales les patates. Oui, mais donne-moi une chance, il faut que je m'en rende compte que ça fonctionne avant que j'envoie ça à l'entrepôt. On ne dit pas, je suis sûr que ça marche, on va le traiter 40 000 patates. Ça ne marche pas. Il faut le tester à l'échelle laboratoire avant. Fait qu'en fait, on les lave, on les désinfecte juste pour nous aider à... Je voudrais pas que toutes mes patates, ils pourrissent dans ma chaudière avant de savoir s'ils vont germer. Ça va pas tant bien. Fait qu'on les lave. Après ça, on applique le traitement. Vous voyez la petite bouteille vaporisatrice? C'est vraiment ça que j'utilise. Je les asperge, je les lave, je les masse, je rentre le petit traitement dessus. Parfait. Après ça, en fait, je les fais. Il y a environ 10 patates par traitement. On fait des duplicata. Puis 10 parce que c'est assez pour pouvoir savoir rapidement. Puis c'est pas trop peu pour dire c'est un hasard que ça a marché. Fait que ça fait la job. Après ça, 15 jours d'attente. Raisonnable, pas tant long, malgré que je peux pas faire ça à l'année longue parce que les patates sont pas toujours à bonne place pour le faire. Ça, j'en parlerai plus tard s'il y a des questions. On attend 15 jours. Après ça, on rouvre les chaudières. C'est vraiment long, cette étape-là. Parce qu'après ça, on prend des mesures. C'est long. C'est vraiment long. Il y a beaucoup de mesures. On pèse bien des affaires. Mais avec ça, on est capable d'aller savoir, en fait, ce qu'on appelle un index de germination. Fait que, je vais vous présenter le graphique pour que ça soit trop chiant. C'est sur une échelle de 1 à 6. Plus le chiffre est bas, mieux c'est. Dans l'industrie de la pomme de terre, un chiffre ou un index qui serait de 1 à 3, toléré pour le marché frais. Fait à l'épicerie, dans le sac, c'est chill. Si c'est 1 à 3 selon la mesure, c'est correct. 4-5, on va le tolérer pour la transformation des chips, des frites. Correct, ça fait un job, ils sont pas trop laides, ils s'en vont là-bas, ils enlèvent les germes, font ce qu'ils font, ça va. 6, c'est rejeté, c'est une perte. On ne peut plus rien faire avec ça. Fait que, nous, ce qu'on a fait, là, ici, il y a plein de mots que personne ne comprend, c'est pas grave, on s'en torche. Mon contrôle, c'est CIPC, produit qui est utilisé live en industrie, comparé à de l'eau, toujours.
Puis en fait, ce qu'on compare aussi, c'est que, je ne sais pas si vous voyez ici, là, il y a 5, 10, 15. Ça, c'est des concentrations d'huile essentielle, fait que mon épinette noire que j'ai utilisée. Puis, il y a aussi, pensez ça, moi, je ne mets pas juste un petit peu d'huile essentielle sur mes patates puis je me pousse. Non, dégueulasse, une patate qui goûte l'épinette noire, on s'entend. Puis, il n'a clairement pas besoin 100%. Tu comprends? Fait que ça a été formulé. On travaille avec beaucoup de CCTT dans le projet. En fait, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais c'est des centres collégiaux de transfert de technologie. Mais eux autres, ils ont bien des machines, bien des spécialités selon ils sont qui. Puis moi, je travaille avec 3 d'entre eux. Un avec les patates, un avec les produits chimiques, un avec les extraits. Fait que j'en ai 3 qui m'entourent, fait que je suis vraiment pas seule là-dedans. Fait que eux autres, ces gens-là intelligents, les gens de la chimie, bien, ils ont fait, OK, on va tester, vous voyez les lettres ici, là, les 3 lettres après le tiret, mais ça, c'est différents produits chimiques qui ont été mélangés avec l'huile essentielle pour savoir qu'est-ce qui rendrait l'huile essentielle la plus stable, qu'est-ce qui permettrait d'avoir une solution homogène. Parce que là, imagine, le producteur qui traite ses 128 stades de football de patates, là, c'est en plus, à chaque fois qu'il traite une patate, il faut qu'il shake la petite bouteille, ça le fait pas. Ça le fait pas, il faut que ça reste stable, il faut que ça soit homogène, que ça soit une belle solution. Fait qu'en fait, il y a toutes sortes de solutions, toutes sortes de combinaisons qui ont été testées, puis les autres ont dit, celle-là, on prend elle-là. Fait que là, après ça, moi, en laboratoire, je pars avec, puis je le compare à l'autre qui était presque autant cool. Tout ça pour se rendre compte que c'est celle-là. Fait que par dans la suite du projet, moi, j'ai pris celle-là, puis j'ai continué avec, pour voir, ben tu sais, à quel point je peux descendre bas ma concentration, puis toutes sortes d'affaires comme ça. Puis là, je vous montre un résultat qu'on fait, avec toutes les mesures qu'on prend tantôt quand on a ouvert toutes les chaudières, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont juste plates. Celle-là, c'est le plus clair. Puis, voyez-vous l'eau, le CIPC, excuse-moi, plus haut, ici. Moi, mon produit, il est là. Nice. On aime ça, il est plus bas encore, il est naturel, puis il ne va pas être banni non plus. Fait qu'on aime ça. Puis après ça, OK, il y avait la partie antigerminative. Deuxième problème, les bactéries, les champignons, les pourritures, dégueulasses. Fait que là, qu'est-ce qu'on a fait? Fait que là, il y a plein de tests en laboratoire qui ont été faits. Je vous spare tout ça. C'est long, c'est tedious, trop long à expliquer, c'est pas le fun. Nous autres, on s'est rendu compte que le produit, il en tue des affaires. Nice. On envoie ça à l'entrepôt. Puis là, ici, patates pas traitées, OK? Rien que de l'eau là-dessus. Sont moisies sur un temps, ça sentait le calvaire. Les mêmes patates, même temps, qui ont été infectées avec la même bactérie, on les a blessées, on les a trempées dans du beau jus de bactéries, OK? Elles sont belles, elles sont même pas malades, on aime ça. Fait que ça, c'est un des résultats qu'on utilise. Puis là, en ce moment, ben, on est encore dans l'upscaling, en fait, de la production, savoir mais combien ça coûte, où est-ce que je vais faire chaque étape, puis toutes ces affaires-là. Fait que c'est un projet qui n'est pas petit, ça a une grosse ampleur, je ne ferai pas tout. Quand je vais finir ma maîtrise, le projet va probablement encore rouler, mais je vais avoir appris beaucoup de choses, puis je vais avoir contribué. Sinon, en termes de conclusion, lave tes patates. Il y a plein de produits là-dessus, OK, ils sont dégueulasses, first of all, épluche-les aussi, le plus possible. Mais une maîtrise en sciences appliquées comme ça, c'est aussi avoir des parties patates. On les goûte, nos patates. On les traite, on fait des frites, on fait des poutines, on fait des patates bouillies, on se ramasse tout à l'entrepôt de patates, on les goûte pour savoir s'ils goûtent dégueulasses. À date, ça goûte bon, c'est chill. Ça va, on aime ça. Après ça, c'est aussi avoir un roi patate dans mon labo. Je vous le présente, c'est le roi tubercule. Fait que c'est ça, merci! Est-ce qu'il y avait des questions? Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est sûr qu'on se dit, l'huile essentielle fancy, ça coûte cher. Mais l'affaire, c'est que plus tu en produis en grosse quantité, puis plus tu en achètes en grande quantité, le moins ça coûte cher. Puis aussi le fait que ça peut être produit à partir de plusieurs résidus de bois. En fait, la molécule active qui a été découverte dans l'huile essentielle, en fait, on s'est rendu compte qu'il y en a de cette molécule-là dans d'autres résidus forestiers. Fait qu'il y aurait moyen de les combiner pour aller chercher cette molécule-là active pour pouvoir en utiliser le moins possible de l'huile essentielle. Parce que c'est toujours l'objectif, on veut mettre le moins de produits possible sur ce qu'on mange. On veut tout que ce soit full bio, full cute, full bon. Fait que c'est ça l'objectif. Fait que le prix, je ne l'ai pas exactement parce que, tu sais, moi, quand je m'achète une bouteille puis je fais des tests en labo, c'est sûr que ça me coûte plus cher. Mais la réalité, c'est pas ça. Ça va coûter vraiment moins cher.
Ouais, mais les pesticides sont généralement ajoutés au champ, sur les plantes des pommes de terre, plus que sur la pomme de terre comme telle. Dans l'entrepôt, comme c'est quelque chose de généralement fermé, les insectes ne sont pas des problèmes. Fait que c'est sûr que la combinaison de molécules, c'est quelque chose qui est regardé. Mais pour les pesticides, pour les pommes de terre, ça n'a pas été comparé parce que c'est vraiment pas ajouté au même moment. Moi, c'est vraiment juste conservation post-récolte. Fait que tout ce qui se passe au champ, moi, je m'en fous. Moi, je m'en occupe pas. Moi, du coup, qu'ils sont récoltés, là, j'embarque. En ce moment, l'huile essentielle qu'on utilise, tout dépendant de la concentration, bien sûr, peut être comparable à des produits utilisés, par exemple, comme le CIPC. Puis il y a d'autres molécules aussi qui sont utilisées là, actuellement, comme la carbone, c'est une molécule active dans un autre produit, une autre huile essentielle. Puis c'est aussi comparable. Puis aussi, il y a aussi pas d'ambiguïté pour l'huile essentielle, en fait, c'est que la carbone, l'autre molécule, elle, si t'en mets juste un peu, fait germer la patate, t'en mets full, elle germe pas. Full weird, full contre-intuitif, personne comprend. Même dans la littérature, on est tous comme we're surprised, on est surpris. Puis ça reste comme ça, personne n'en dit plus. Mais l'huile essentielle, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté. Fait que c'est vraiment comparable au CPC. Tu sais, il y a vraiment d'autres tests qui ont été faits. Là, j'ai super simplifié tout ce qui a été fait à travers les années du projet. Mais tu sais, on check, il en reste-tu ces pleurs? Est-ce que ça va dans la chair? On a testé une panoplie de choses. Fait que tu sais, c'est vraiment un produit qui est quand même prometteur. Fait qu'on est vraiment content. Puis en ce moment, ben, on est même partenaire avec Patate McCain. Justement, pourquoi je ne peux pas vous donner plein d'informations. Il y a plein de trucs secrets maintenant. Mais fait que si eux, ils ont embarqué, on suppose que ça a de l'allure ce qu'on fait. En fait, moi, ma maîtrise, à date, je n'ai fait 2 ans. Il faut que j'en fasse une 3e. Parce que tout ce que j'ai fait dans les 2 premières années est rendu confidentiel. Je ne peux pas en mettre dans mon mémoire. Je ne peux pas publier d'articles non plus. C'est full nice. Sur le long terme. Sur le court terme, je t'ai fauché. Fait que là, finalement, maintenant, je me concentre sur le mécanisme d'action. Fait que quand je mets mon huile essentielle, ben, qu'est-ce qui se passe dans la pomme de terre? Qu'est-ce qui se passe avec ces cellules et ces choses-là? En ce moment, je suis en train de valider plusieurs hypothèses. Je fais des tests en surface parce qu'avec l'année qui me reste, j'ai pas le temps d'approfondir tout. Mais on essaye d'enrayer et d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est sûr que du moment qu'on va connaître le mécanisme, on va être capable de savoir, ben, y a-t-il d'autres légumes qui germent comme ça? Si oui, ben là, mon huile essentielle peut être utile. Sinon, non. Mais ça dépend. Parce que c'est vraiment pas clair encore. Je suis vraiment chanceuse. Mon directeur, il est vraiment smart. Fait qu'il continue à me payer. Mais en tant que tel, moi, j'ai été payée par les CCTT à travers mes 2 années de maîtrise. Fait que c'est même pas le gros partenaire. Fait que c'est sûr qu'avec le temps, j'espère que mon nom va être sur le brevet. Mais who knows? Merci beaucoup, Sabrina, pour ta belle présentation. Écoute, si jamais tu as besoin de goûteurs de poutine, moi, je suis vraiment down pour faire ça. J'ai beaucoup de temps libre, là, surtout la fin de semaine, que tu m'écriras. Sinon, c'est ce qui conclut la soirée Bistro Brain de ce soir.